Bonsoir. Le Conseil constitutionnel poursuit les audiences relatives aux litiges concernant les dernières législatives. Celles-ci se poursuivront jusqu'à la date du 25 mars prochain. On en parle dans le Live Actu. Hors de nos frontières, en Gambie, la dépigmentation n'est toujours pas autorisée. Et oui, les députés gambiens ont rejeté hier l'abrogation de la loi interdisant cette pratique. Les détails en cours d'émission. Et comme tous les mardis, il sera question également de loi en compagnie de Mélissa Diédié. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état des lieux dans une location de maison. Ce soir, Siriki Sangaré sera notre invité autour de cette table et avec lui, il sera question de responsabilité dans les effondrements dont on a parlé il y a quelques jours. Des bases d'analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans les Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez. Alors, il faudrait rajouter donc qu'au nombre de nos invités, nous aurons M. Jean-Louis Lobel, lui, il est juriste conseil, expert en droit immobilier. Ceci dit, oui. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Rabia Diallo. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien, merci. Alhamdoulilah. Edith Broubleu, comment allez-vous? Très bien. Comment ça s'appelle ce qu'il y a sur les côtés? Je crois que normalement, la matière, c'est de l'organza. Si je ne me trompe pas, voilà, c'est de l'organza. Et c'est un peu des froufrous. Voilà. Froufrous. Ouais. Ça donne un genre à la tenue. Très bien. Ouais. Juste froufrou. Après shine, froufrou. Non, tu gardes pas ça, s'il te plaît, pour la suite. Merci. J'oublie ça dès. D'accord, très vite, tu oublies. Très bien. Organza. Voilà. Réanasi, bonsoir. Bonsoir, Brice. Comment allez-vous? Bonsoir, mesdames. Lui, il attend toujours le bonsoir, oui, monsieur. Oui, je viens à lui tout à l'heure. Et pour la fin, bonsoir Serge. Monsieur, comment allez-vous? Bonsoir, bien, merci à vous. Très très bien, très très bien. Merci. Génial. Bon, vous l'aurez noté, hein, l'équipe est en train de... on est sorti d'un moment difficile, mais on est en train de revenir au taquet. Et c'est très très bien. Ceci dit, nous allons démarrer maintenant avec l'actualité du jour, les nouvelles de chez nous. C'est dans le Live Actu, chez nous et ailleurs. J'ai eu un petit moment de solitude. Pour remarquer que ça. On est toujours avec toi. On sourit pour parler de contentieux des législatives 2021. Eh bien, les audiences, on le disait, au Conseil constitutionnel se poursuivent et ce jusqu'au 25 mars 2021. De quoi s'agit-il? Comment ça se passe? Et des détails. Effectivement, il faut savoir que selon l'article 101 donc, de l'alinéa 406 de la Constitution ivoirienne, le Conseil constitutionnel statue par décision motivée dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine. Donc le Conseil constitutionnel notifie sa décision motivée à la commission chargée des élections qui établit donc la liste des députés élus. La commission chargée des élections proclame alors les résultats définitifs par la publication de la liste des députés élus. Donc le 25 mars, qui annonce le démarrage en fait des audiences pour examiner les requêtes relatives au contentieux, donc va démarrer. Et le Conseil constitutionnel aura à ce moment-là l'aptitude et la latitude de pouvoir traiter les différents contentieux qui lui ont été soumis par les différents requérants, donc c'est-à-dire les députés qui ont participé... Les candidats, pardon, qui ont participé à l'élection législative et qui ont pour objet des requêtes concernant l'invalidation de certains candidats élus en fait. Donc c'est le 25 mars et on attendra, une fois que ce sera fait, donc une fois que l'examen des dossiers sera achevé, le même Conseil constitutionnel donc rendra son verdict et le transmettra à la commission électorale indépendante pour qu'elle puisse maintenant donner la liste définitive des députés qui nous représenteront à l'hémicycle. Très bien. Et il faut noter également que l'élection, c'est un point important également à retenir, l'élection doit également être reprise au niveau de la ville de Séguéla, avec le décès malheureusement du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui avait été réélu député lors du scrutin de mars. Donc, la loi le dit à l'article 103 du Code électoral ivoirien, en cas de vacance du siège de député par décès, démission ou pour toute autre cause, des élections partielles ont lieu dans les 6 mois qui suivent la vacance dans la circonscription électorale concernée,
conformément au mode de scrutin fixé par le présent code électoral. En fait, tu viens de me le dire, parce que moi je pensais qu'il y avait un suppléant. Et effectivement, justement, voilà, ouais, qui c'est aurait, non, mais pas du tout. Donc, on doit reprendre l'élection selon le code électoral ivoirien. Très bien. Alors, concernant les résultats provisoires, Madame Bleu, donnés par la CEI le 9 mars 2021, on est à 137 sièges pour le RHDP, 50 sièges pour le PDCI-EDS, 26 sièges pour les indépendants, 23 pour le PDCI, EDS 8 sièges, FPI, UDPCI, COGEP 8 sièges, FPI 2 sièges. Effectivement. Bon, en attendant de confirmation, donc c'est sur ces notes-là que c'est sur ces notes-là, pour l'instant provisoire, qu'on s'est arrêté. Donc on attend maintenant la liste définitive, en tout cas des candidats retenus après la décision du Conseil constitutionnel pour pouvoir confirmer ou non cette liste qui nous a été donnée, cette répartition en tout cas de l'hémicycle qui nous a été donnée. On a parlé du fait que le RHDP n'a pas atteint la majorité parce qu'il faut 2 tiers de la majorité pour pouvoir en tout cas avoir le contrôle de l'Assemblée nationale. Est-ce que ces différentes requêtes et la validation, en tout cas du Conseil constitutionnel, fera peut-être, je ne sais pas, peut-être changer les choses. Donc on attend de voir la fin des délibérations du Conseil constitutionnel et la liste définitive des députés élus après les législatives. On va dire que le mercato est ouvert. Effectivement, tout Et est ceux qui possible. dorment tranquilles en ce moment, c'est ceux qui n'ont pas eu de contentieux. Il ne faut pas l'objet de contentieux, effectivement. Et puis, ceux qui ne dorment pas du tout, c'est ceux qui ont décidé de porter leur requête en contentieux. Effectivement. Voilà. Bon, en tout cas, on en saura un peu plus. Vous aviez donné, hein, je ne reviens pas là-dessus, parce que vous aviez donné au cours des missions précédentes la liste, enfin une certaine liste. Oui, la liste des qui- différents voilà, plaignants, plaignants. des différents requérants Ouais. et l'objet de leur plainte. Donc on avait un certain nombre de députés déjà qui avaient été donnés. Très bien. Chacun croise les doigts. Pour eux. Faut chacun. Bon, on va aborder un autre point, un Oui. point important à l'international. Et bien, en tout cas, pour les Gambiens, leur Parlement a dit l'autorisation de la dépigmentation est rejetée. Ils ne sont pas d'accord pour cela. Exactement. Et en fait, c'est un texte qui visait justement à abroger cette loi. Et elle était maintenant, j'imagine, à l'initiative du gouvernement de Adama Barrow. Et lors de la présentation en mi-juin au Parlement, le député Khalifa Salah avait jugé le texte nécessaire, tenez-vous bien, pour que les hommes arrêtent de menacer les femmes, de les dénoncer parce qu'elles se seraient dépigmentées. Donc pour lui, abroger cette loi serait synonyme de lutte contre la violence psychologique et le chantage des hommes vis-à-vis des femmes. Est-ce qu'on peut rappeler qu'en 1996, sous le président Yahya Jammeh, déjà on était contre la dépigmentation. Il était opposé à cela. Mais oui, il était opposé et c'était même interdit à un moment donné. Enfin, justement, c'est pour ça qu'il y a eu cette loi-là qui interdit cela. Et aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, c'est tout le contraire. Et on utilise. Moi, en fait, c'est l'argument comme quoi des hommes menaceraient des femmes de les dénoncer parce qu'elles se seraient dépigmentées. C'est la raison pour laquelle on abrogerait cette loi. Mais après, peut-être qu'on va en revenir. Et après, Daouda Diallo également, qui est le ministre de la Justice, qui rajoute, je cite, « Si la loi est maintenue et que nous l'appliquons, c'est vous, les parlementaires, qui allez nous demander de ralentir le rythme parce que nous allons faire de nos fils et de nos filles des criminels. C'est un problème social. » Mais la loi n'est pas la solution. C'est ce que dit le ministre de la Justice gambien. Alors, les détracteurs de cette dépigmentation et de ce projet-là invoquent évidemment des raisons morales, des raisons de santé, mais aussi des raisons religieuses. Et selon eux, aussi des dangers de ces produits chimiques utilisés dans les crèmes de blanchiment qui sont dangereux pour la santé. Et ça, c'est le député Momodou Camara qui est contre cette loi-là, qui l'a déclaré à l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce qui s'est passé le lundi 22 ? Le lundi 22, justement, 10 députés, quand même, ont voté pour abroger cette loi, contre 23 qui ont, eux, voté pour maintenir l'interdiction des produits éclaircissants. J'avoue que si je faisais une émission plus légère, je me serais arrêté sur les députés. Ils étaient combien, ceux qui étaient contre la loi ? Ceux qui ont voté pour l'abrogation ou ceux qui... Les 22 les 20, bon, C'était 22. Ils étaient 23. C'était 23. Pour le maintien, oui. Il y avait des femmes dedans. Oui. J'allais bien regarder leur couleur de peau. Oui, quand même, hein, je veux dire, ouais. Bon. Je vais passer l'information à Willy.
Ah, et puis il verra s'il vient à midi, il fera un zoom sur qui a voté cette surtout loi. faire le zoom sur les femmes de ces députés. Aussi, hein. Ah, on ne sait jamais. Alors, pour rappel, sur les problèmes de santé que peuvent provoquer ces produits-là, il y a le cancer de la peau, le diabète, l'hypertension, une pilosité prononcée sur le visage et évidemment des odeurs corporelles assez désagréables. Et le mercure également qui est utilisé et considéré aujourd'hui par l'OMS comme l'un des 10 produits chimiques ou groupes de produits chimiques extrêmement préoccupants pour la santé publique. Alors, en Côte d'Ivoire, c'est interdit par un décret du 29 avril 2015 qui interdit l'utilisation des produits éclaircissants et qui interdit également la fabrication, la publicité et la commercialisation de produits avec 2% d'hydroquinone, du mercure, des corticoïdes, des dérivés de rétinol et la vitamine A également. Quand vous souriez, Madame Bleu? Ben, je souris parce qu'on parle d'une loi qui existe depuis, bon là je viens de la Côte d'Ivoire, après je vais 2015. revenir à la Gambie, on parle d'une loi qui existe depuis 2015 et qui interdit l'utilisation de la promotion, la publicité, La fabrication. la commercialisation, la fabrication de produits éclaircissants avec les modalités qui sont indiquées et tout ça. Mais je pense que ça n'empêche pas dans les faits qu'on puisse voir sur des panneaux publicitaires, des publicités qui font la promotion de produits éclaircissants. On va savoir s'il y a 2% On voit également, de non, après, je vais finir. Quand on voit ces campagnes de publicité, également qu'on voit ces produits dans les marchés, et quand on voit également sur les réseaux sociaux des spécialistes en griffe de la cosmétique chimique qui font la promotion également de ces produits éclaircissants, alors qu'on parle d'hydroquinone au-delà du seuil de 2%. De 2%, donc ce qui est interdit, de mercure et ses dérivés. Après, je ne mets pas en cause la vérification de tout ça, parce que derrière, quand on met un produit éclaircissant, et si il ne dépasse pas, donc il fait juste 1% d'hydroquinone qui contient uniquement 1% d'hydroquinone. Donc on l'autorise. Il n'y a pas de mercure, qu'il n'y a pas de corticoïdes et corticozoïdes. Est-ce qu'on est sûr que les vérifications sont effectivement faites pour autoriser la promotion déjà de ces produits éclaircissants? C'est bien beau d'avoir tous ces paramètres qui sont mis en ligne de compte, mais lorsqu'on parle de vérification, d'études, des produits chimiques qui sont contenus dans les produits éclaircissants, je ne suis pas sûre que ça soit très transparent. Au-delà de la vérification, il faut voir, est-ce qu'il y a une sanction justement qui accompagne cette loi-là? Parce que est-ce que cette loi est seulement là pour sensibiliser? Parce que si c'est le cas, justement, on ne pourra pas être très très restrictif. Mais est-ce que justement il y a des sanctions qui suivent? Enfin, moi, je me dis qu'une loi, elle est censée être coercitive. Quand on parle de loi, il y a sanction derrière. On respecte pas la loi, on se met en porte-à-faux avec la loi, il y a des sanctions. Mais moi, ce que je me dis, c'est que pour en revenir à la Gambie, aujourd'hui, pour moi, la dépigmentation est un problème. Enfin, c'est un problème de santé publique, c'est connu. Et un gouvernement qui est censé venir pour innover, pour aller de l'avant, et qui va dans le sens contraire de justement ce problème à résoudre. Ce débat. Ben oui, et pour moi, je veux dire. Mais moi, je pense que derrière, forcément... Il n'y a pas, voilà, l'excuse avancée, elle n'est pas crédible. Pas du tout crédible, mais je pense que parmi les députés qui s'opposent à l'abrogation de la loi, je pense que soit, comme on l'a dit, c'est peut-être des femmes qui font ce business-là d'importation de produits parmi les députés qui font ces importations de produits éclaircissants, ou bien les femmes des députés en question qui peut-être également font le business de produits éclaircissants et que cette loi n'arrange pas forcément. Voilà. Après, les sentiments peuvent être partagés. On peut avoir ceux qui C'est de la croient... grosse spéculation. Hein, là. Je suis pas en Gambie. Ce qui vient de se passer là tout à Je l'heure. ne suis pas en C'est une Gambie, grosse mais spéculation. en général aussi, on vote des lois pour se favoriser. Non, mais aussi, si je peux donc, terminer, on peut avoir ceux qui pensent qu'aujourd'hui, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut de sa peau. On peut seulement passer par la sensibilisation, justement, pour limiter tous les risques. Et puis, on a ceux, effectivement, qui vont y aller plus fort, justement, en maintenant des lois qui vont permettre, justement, de limiter au maximum, justement, l'utilisation de ces produits-là, qui sont malheureusement très mauvais. Et puis, c'est une question d'identité, de culture aussi. On parle de problèmes de santé publique aussi. Exactement, donc, et voilà. même d'addiction, hein, parce que la plupart des femmes avouent qu'elles sont accros à ces produits. Même quand elles arrêtent, elles ne peuvent pas s'empêcher de recommencer. Oui, parce que je vous vois comme ça, si je vous vois avec une autre teinte de main, ça peut... Voilà, effectivement. Moi, je pense qu'il faut tout simplement interdire l'utilisation, la promotion du terme éclaircissant. Parce que derrière, lorsqu'on dit que ces produits qu'on interdit ne doivent pas contenir de l'hydroquinone, du mercure, on peut utiliser d'autres dérivés, d'autres produits qui peuvent aussi permettre la dépigmentation. Je pense que derrière, il faut être beaucoup plus radical. Interdire sur les panneaux publicitaires le terme
éclaircissant tout simplement, Ouais, mais pour que ça clarifiant. serve, voilà. Après, on peut répondre je ne sais pas, et je ne sais pas si, mesdames, si c'est... parce que ça incite toujours les femmes à se dépigmenter, parlez ça de- leur met la pression également. Mais quand vous parlez Pression sociale. de coercition, quand vous parlez de Ah ouais. publicité, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur la sensibilisation. Parce que Exactement. de nombreuses femmes, lorsqu'elles décident, on leur dit, vous allez utiliser un produit qui va nettoyer votre teint. Ça commence comme ça. Après, vous allez rendre juste un peu clair. Après, vous allez dire, bon, ça va arranger le teint. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ça se dégrade. Sauf que, à part ces marques connues qui font de la pub, dans tous les quartiers, vous avez une chimiste Oui. qui fait... Sur Facebook. qui fait elle-même ses propres produits Oui. que les femmes du quartier connaissent. Bah oui. Et ça, c'est plus dangereux encore. Non, mais c'est comme la drogue, par exemple. On interdit la commercialisation, l'utilisation, la consommation de la drogue. C'est la loi. La loi le dit. La loi est au-dessus de tout. Maintenant, Il faut sensibiliser il faut les sensibiliser. gens. Maintenant, Exactement. Ça apporte peut-être des dangers. si vous consommez, si vous achetez, vous êtes en porte-à-faux avec la Mais- loi. Vous êtes en délit. C'est pareil. Mais Si avant on le délit- interdit la dépigmentation tout court et même l'utilisation de termes éclaircissants, l'utilisation même des termes clarifiants, la loi, elle est la loi. C'est interdit, qu'importe le degré ou le pourcentage d'hydroquinone à l'intérieur du produit. Maintenant, si vous l'utilisez quand même, c'est votre choix. Ouais. C'est vos risques et périls, Mais tout cette simplement. République-là, si je peux m'avancer, a fait le choix justement de légaliser cette pratique-là. D'ailleurs, quand on regarde un peu sur les armoiries, on a progrès, paix et prospérité. Bon, donc on voit un peu vers où est-ce qu'ils sont axés, mais j'ai envie de prendre l'exemple du tabac, du tabagisme. Vous avez pris l'exemple de l'alcool, mais en Côte d'Ivoire, le tabac, il est légal. Et pourtant, ça nuit à la santé. Il y a Oui, une mais enchère, il y a des après, critères, justement, par sous les- contre, oui. L'abus Mais après, est c'est dangereux pour encadré. la santé. Mais C'est il est arrivé encadré, combien de c'est Même temps pour l'alcool après maintenant. Et il est Oui. arrivé combien de temps après que le tabac, les cigarettes ont été vendues de par le monde? Donc c'est un Mais il y choix a eu des aussi à un combats. moment, je pense Il y a eu que des Mais combats. Il y a eu dans des cette Serge, République-là, Serge, c'est très encadré. il décide de légaliser cela. Après, dans la sensibilisation, peut-être ça reviendra au niveau des cellules familiales où chacun pourra dire à son enfant, par exemple, attention, ne fais pas ça parce que ça rentre pas dans Mais le on parlait de la cadre Côte notre- d'Ivoire tout à l'heure, on remarquera, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas... C'est le dernier tour, hein, s'il vous plaît. Oui, Ouais. ce n'est pas les règles J'aimerais ou les lois justement qui ont fait qu'aujourd'hui on voit une évolution. On voit que les femmes aujourd'hui ont cette tendance-là à magnifier la peau noire, à parler de la peau noire. Il y a des concours à- de beauté. Il y a des Moi, je concours de suis beauté contre, hein, je suis pour mettre en contre, avant mais la peau après, noire. les gens, Mais ils sont libres ce ne de sont faire pas, ce qu'ils veulent. ce ne sont pas les lois qui nous ont permis d'en arriver là, c'est la sensibilisation qui a été faite sur le plan identitaire, sur le plan culturel, parce qu'en réalité, c'est ça les vrais mots qui poussent Mais- les femmes à se dépigmenter. Il y a C'est 15 le secondes. complexe. Ouais, 15 secondes. Premier point, c'est qu'on a remarqué que maintenant, pour contourner les histoires de produits en disant que c'est nocif, elles te disent qu'il y a d'autres produits, le glutaniol, etc., qui ne seraient pas dangereux pour la santé. J'ai juste envie de revenir sur quelque chose qui s'était passé au Sénégal et qui m'avait marqué, vite fait, s'il te plaît. C'était par rapport à, justement, je veux dire que l'implication de la population aussi, elle est importante. Il y avait une campagne qui s'appelait Respect. Respect, c'est-à-dire très blanche, où c'était des panneaux publicitaires qui faisaient la promotion d'un produit éclaircissant. Eh bien, la population s'est levée, des photographes, des organisations de la société civile et des gens de tous bords ont fait une autre campagne qui s'appelle Nul Cook, toute noire. Et ça a marché et ça a permis de sensibiliser. Pour moi aussi, ce serait bien Ouais. qu'on voit Même là. en Côte d'Ivoire, il y a une campagne ici qui s'appelle Faut pas te tcha. C'était à peu près ça. Il y a des tags sur les C'est murs où ça, on faut voit pas faut pas te te tcha. Ok. Qui t'a dit d'avoir honte de tes cheveux. Allez, Je vous invite à lire Malcolm X. Ah, ouais. mesdames, messieurs, c'est la fin du Life Actu. On reçoit maintenant Mélissa pour notre rubrique Que dit la loi? Oui, c'est maintenant. Merci. Ce ne sera pas toi pour ce soir. Oui, non mais Non, mais ça dérange pas. C'est amusé. Essayez. Bah attends, deux hommes. Non, Edith, on peut on partager attendra les gars, pour nous on va demain. partager. Franchement, Voilà. Merci Serge, merci. plaisir Ouais, d'être merci. également. Ouais, merci. ça fait plusieurs mois qu'on a Franchement, pas je me rappelle de encore eu mon droit à ça. arrivée, j'ai jamais eu ça. Depuis que je suis là, même le premier jour. Ah, ça c'est Brice, hein, c'est de la Non, c'est responsabilité. de la discrimination. De la Ouais, discrimination. J'en assume la pleine responsabilité. Au moins, Je c'est vous pas présente sur le mes genre. excuses. Ouais, tu me diras. Voilà. Je vous présente C'est sur la mes beauté. excuses. Oh, j'irai jusque-là. Bonsoir Mélissa, comment ça va? Bonsoir. Ce soir, il est question d'état des lieux. À quel moment on parle d'état des lieux quand on est locataire ou en tout cas dans le domaine, dans le contexte de la location d'une maison? On parle d'état des lieux. J'ai déjà entendu ça quelque part. Voilà, donc déjà, qu'est-ce qu'un état des lieux? Est-ce que vous savez c'est quoi un état des lieux? Ouais. Oui. J'ai Ok. failli laisser tout des spectacles de Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, lorsqu'on vérifie l'état de la maison avant d'y entrer, avant de la louer, et puis aussi lorsqu'on doit partir, lorsqu'on doit, on finit le bail, Je dirais une également inspection. faire le point de tout ce qui a été abîmé à l'intérieur de la maison et tout ça. Effectivement, inspection des c'est lieux. une L'inspection inspection. des lieux, voilà. Donc, c'est Mais un signé document, et c'est ça, approuvé c'est un entre les document deux. qui décrit dans les détails le lieu qu'on va louer. Donc, on fait cette inspection-là avec le bailleur.
et on décrit dans les détails, pièce par pièce, photo à l'appui si nécessaire, tous les différents problèmes ou état que la maison, dans l'état que la maison devrait être. Donc c'est important, parce que ce qu'il faudrait savoir... Non, je connais des amis justement qui ont loué un local, ils y ont opéré des aménagements, ils doivent partir bientôt, et du coup c'était un 3 pièces, ça en fait 5. Pas mal. Alors, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a l'obligation de remettre le local dans l'état dans lequel on l'a trouvé, à moins que le bailleur soit d'accord avec qu'on le laisse dans cet état-là. Donc, pourquoi l'état des lieux, c'est important? Bon, je vous attends. C'est bon, Mélissa. Chez nous, on dit, en Côte d'Ivoire, on dit, ils sont dans le paix. Voilà. Alors, pourquoi l'état des lieux, c'est important? C'est parce que, en fait, la loi dit que l'état des lieux est obligatoire lorsque le bailleur demande une caution. Donc, ce qui sous-entend qu'en fait, la caution, à la base, n'est pas obligatoire. Déjà, il faut qu'on le sache. La caution Il faut n'est pas préciser. obligatoire. Elle n'est pas Elle n'est pas obligatoire. obligatoire. La loi le dit. La loi le dit et la loi nouvelle. même donne un maximum. Donc, impose normalement, le bailleur ne peut pas demander plus de 2 mois de caution. Ça, je pense que ça fait un peu les tours des journaux, donc on est un peu au courant quand même. Même si dans les faits, effectivement, on réalise que ça arrive encore. C'est la loi Donc, de l'offre et de la demande. maximum 2 mois de loyer pour la caution et 2 mois de loyer et 2 mois d'avance. 4 mois au total. Voilà. Et un mois d'agence. Bon, après. Donc, C'est pourquoi moins légal. l'État C'est un peu moins légal. Donc, pourquoi l'état des lieux est important? Parce que c'est sur ce document qu'on va se baser pour vous rembourser ou non votre caution. Ouais. Donc, de un, il faut le faire correctement, signer en premier lieu. Et ensuite, une fois qu'on rentre, donc c'est... excusez-moi, je suis un peu emmêlée là avec toutes les Ah discussions. ouais, non, c'est bon, c'est plutôt moi, mon grand sourire qui fait ça. Alors, moi, je veux dire, par exemple, si moi je rentre dans une maison, c'est qui demande l'état des lieux? En fait, il est obligatoire. Donc, en fait, en réalité, c'est le locataire qui devrait le demander. Parce que, en fait, le bailleur, si jamais on ne fait pas l'état des lieux, il y a une présomption qui dit que le bailleur vous a remis le bien en bon état. Il faut que le Donc, c'est locataire ait la présence d'esprit De le demander. Donc, cet état des lieux. donc, c'est pour protéger plus le locataire Oui, que parce le bailleur. qu'en fait, en réalité, c'est pour ça qu'on le rend obligatoire lorsque une caution est demandée. Parce que la caution, une fois que vous allez partir de l'appartement, par exemple, en question, on va normalement faire une inspection. Le bailleur va venir faire une inspection et il va dire, bon, ben, il y a telle chose ou telle chose à réparer et je vais le prendre dans l'argent de si la je ne veux caution. pas que vous ne preniez dans ma caution et je veux juste faire moi-même les travaux, pour récupérer ma caution, c'est possible. Mais c'est Oui, de- parce que vous avez l'obligation normalement de le rendre dans l'état où vous l'avez trouvé. À partir de l'état des lieux. Et c'est ça, la problématique, c'est que sur quelle base vous vous basez si vous n'avez pas fait d'état des lieux pour savoir dans quel état était le logement quand vous l'avez occupé. Donc c'est pour ça que c'est important de faire l'état des lieux. Dans quel état étaient les lieux? Dans quel état sont les lieux? C'est pas Voilà, mal, ça. et Il y a un normalement jeu de mots. vous avez droit à votre caution 1 mois après. Donc normalement le délai pour récupérer sa caution est d'1 mois après être sorti. Et si le bailleur met plus de temps à payer? Non, vous avez encore les recours. Là où il faut se le dire, c'est que la loi est un peu inefficace. Parce que là, vous avez des recours, il faut attendre, le mettre en demeure, intenter éventuellement des recours pour réclamer sa caution. Efficace, mais peut-être lente. Ou bien la procédure est longue. Ou bien la procédure prend du temps. On va dire qu'elle n'est pas pratique. Optimale pas peut-être. pragmatique. Ou, en fait, quand on se met dans la peau du locataire, elle n'est pas optimale. Parce que si ton recours, lorsque tu n'es pas d'accord avec ton bailleur, est d'aller en justice pour Et réclamer payer des avocats qui vont te ta coûter caution, cher. elle n'est pas très efficace. Très bien. Alors, pour revenir à l'état des lieux, donc dans un premier temps, il est important pour le locataire, comme même pour le bailleur, de présenter un état des lieux à la personne, parce que c'est même... De le faire, en fait, mutuellement, parce qu'en fait, les deux le font en même temps. Donc, il faut avoir le locataire présent et le bailleur présent. Ils font l'inspection ensemble, ils se mettent d'accord sur un document que les deux signent. OK. Donc, le faire seul, en fait, ça fonctionne un peu moins parce qu'il y a une présomption pour dire que les lieux étaient en bon état. Ouais. Donc, après, oui, vous avez pris des photos, mais c'est à vous maintenant de faire la preuve. Parce qu'il y a une présomption, donc on assume que l'appartement était en bon état. Donc, c'est vraiment important que ça soit mutuel et de le demander avant et après. Très bien. Voilà, qui est clair. Très très clair ce soir, ça a été limpide. Merci Mélissa. Merci. Sangaré, lui, est président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Et Jean-Louis Lobé, lui, est juriste, conseil expert en droit immobilier. Ils nous ont rejoints autour de cette table. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie.
Alors, avant d'entamer notre série de questions pour vous, nous allons regarder cet élément vidéo qui présente un tout petit peu la situation des derniers événements concernant des effondrements. On regarde et on revient. Commune de Cocody à Nono Village. Ce tas de gravats, voici ce qui reste de cet immeuble de 5 étages en construction qui s'est effondré le vendredi 12 mars dernier. Le bilan est lourd. 13 morts, dont 7 enfants. Arthur Assis a perdu sa fille de 4 ans. Il est encore sous le choc. Quand je suis arrivé à 17h, j'ai vu que déjà on faisait sortir certaines personnes blessées. Ils ont travaillé jusqu'au lendemain de 19h30, 20h. C'est là qu'ils ont fait sortir nos enfants. J'ai perdu ma fille, ma dernière, et la dernière de mon petit frère. Son frère aîné, Simplice Assis, revient sur les lieux du drame. Quels sont ces matériaux? Vous voyez, R+5. Vous voyez ces gens de freins pour construire pour un bâtiment de R+5. Aujourd'hui, tout le monde a perdu un être humain. La justice n'a qu'à faire son travail. Des mois auparavant, sur les réseaux sociaux, un habitant du quartier lançait l'alerte de la fragilité du bâtiment en construction qui présentait clairement des imperfections. Avant que l'immeuble ne s'effondre, il y a eu des alertes, c'est-à-dire un voisin qui a alerté la chefferie tout d'abord. Donc on a fait une pétition pour pouvoir arrêter la construction de l'immeuble. Mais il a eu des menaces. On ne sait pas de qui. Du coup, puisqu'il ne pouvait rien faire, il a déménagé. Toujours dans la commune de Cocody, cette fois à la Riviera Bonoumé. Le samedi 20 mars 2021, cet immeuble a vu sa façade se détacher. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine. J'étais au travail, puis on m'a appelé pour me dire que le bâtiment est tombé. Mais il y a ma maman qui est sous le bâtiment. Voilà, il y a ma maman qui habite dans le bâtiment. Donc, quand je suis arrivé, elle m'a dit que c'est la dalle d'en haut. Voilà, bon, je peux dire qui mène au balcon. Voilà, la partie qui est tombée, c'est ce qui a cassé tout le reste. Non, mais avant même, on sait qu'il n'y avait pas de fer à l'intérieur. Et puis bon, parce qu'il y a des fissures dans le bâtiment. Et puis le truc, même, tu sens que c'est pas quelque chose de solide. Les effondrements d'immeubles sont devenus monnaie courante à Abidjan. En l'espace d'une année, ce sont plusieurs immeubles qui se sont affaissés comme des châteaux de cartes. La responsabilité de l'État, des propriétaires et même la qualité du matériel de construction sont au centre des débats. Pendant ce temps, les victimes cherchent refuge et consolation. Nous avons tous sur le plateau, en compagnie de nos invités. Messieurs, les effondrements d'immeubles inquiètent les Ivoiriens. En moins de 2 semaines, en ce mois de mars, on déplore plus de 13 morts, de nombreux dégâts matériels. Qu'est-ce qui, selon vous, déjà, qu'est-ce que ça provoque en vous comme réaction, comme commentaire, avant de savoir qu'est-ce qui, selon vous, a manqué? Déjà, réaction, commentaire, messieurs. Moi, spécifiquement, bon, écoutez, c'est un sentiment de désolation, bien évidemment, et d'amertume, hein, quand on voit ça. Parce que tant que c'est du matériel, on peut peut-être rattraper, mais là, on parle de perte de vie humaine et c'est très dangereux. Je pense que pour en arriver là, il y a des situations quand même qu'il faut essayer de voir et d'abord comprendre, ce qui est très important, comment construire une maison, quelles sont les étapes, comment arriver à un ouvrage solide et qui tient normalement par rapport aux normes qui sont imposées. Ça, c'est très important. D'accord. Désolation, indignation. Indignation. D'accord. Vous n'êtes pas révolté? Révolté, peut-être, j'ai envie de dire, c'est une alerte pour tous. Nous avons devant nous les conséquences de la violation des normes en matière de construction. Quand rien n'est respecté, il faut s'attendre à ce genre de choses. Donc c'est une alerte, c'est une interpellation de tous, à commencer par les autorités, les constructeurs, les habitants, les locataires, de ce qu'il nous faut, en toute occasion, respecter les normes qui régissent une activité. Sinon, à l'avenir, c'est l'hécatombe. Monsieur Sangaré, vous avez parlé tout de suite de bases, qu'il faut mettre des bases. Alors, quelles sont les procédures, quelle est la procédure à respecter pour pouvoir faire sortir de terre un immeuble d'habitation qui est viable, qui est sécurisé? Merci. J'en parle très souvent lors des rencontres avec les membres de la Chambre, avec les autorités, tout ça. Vous savez, il y a un document qu'il faut avoir qu'on appelle le permis de construire. Ce permis de construire, on ne l'a pas comme ça. Il y a une commission qui se réunit suite à des analyses des dossiers confondus, tout ça. Alors, premièrement, on a un terrain brut, nu. On veut construire un ouvrage, un bâtiment. Alors,
la première des choses, c'est de faire l'état des lieux du bâtiment. Il faut d'abord que le bâtiment, voilà, il faut que le bâtiment soit, non, c'est pas le même état des lieux que dans un local, en fait, d'autres, c'est une location, c'est voir s'il y a une ampoule qui est grillée après, il faut changer, ainsi de suite. Mais ça, c'est l'état des lieux du terrain, avec le bornage, voir si ça respecte effectivement les normes d'urbanisme de la ville, parce qu'il y a un plan directeur. Est-ce que ce n'est pas dans une zone constructible ou non constructible? Tout ça, c'est très important. Ça va intervenir et même après. La vérification du sol également. Du sol, tout ça. Alors, donc, une fois que le géomètre fait l'état des lieux et qu'il a les relevés bien précises, ces relevés-là, il les garde pour les transmettre à l'architecte après. Mais entre-temps, il y a le laboratoire qui est spécialisé qui doit venir faire l'étude géotechnique. Cette étude géotechnique va définir par la suite quelles sont les dimensions de la fondation, quelles sont, comment on appelle, la profondeur de la fondation, ainsi de suite, pour pouvoir faire un travail propre. Et ces deux éléments sont transmis à l'architecte. Ici, en Côte d'Ivoire, la loi dit que pour tout ouvrage, maintenant, il faut prendre un architecte. C'est vrai qu'il y a des bâtiments avec des conditions pour les démunis. Bon, le ministère a négocié à l'époque avec l'ordre des architectes pour pouvoir faire des forfaits, pour leur permettre quand même de le faire. Alors, donc, une fois que c'est transmis à l'architecte, avec le maître d'ouvrage, fait le plan architectural. Donc, plan architectural, plus l'étude de l'état des lieux, plus l'étude géotechnique, ça c'est transmis à un cabinet ou à un ingénieur génie civil qui, lui, maintenant, va faire le calcul pour sortir ce qu'on appelle le calcul de structure. Il faut le plan de ferraillage et puis le coffrage. C'est ce qui va permettre, après, de sortir un bâtiment aux normes. Une fois que ces documents sont réunis, on les transmet maintenant à la direction générale du guichet unique pour le permis de construire. Et maintenant, ce qui est innovant, c'est que le ministère impose pour l'exécution du bâtiment non seulement l'architecte, mais aussi un ingénieur en génie civil ou un cabinet d'expertise où il y a beaucoup des ingénieurs en génie civil pour suivre l'exécution. Ça, une fois que tous ces documents sont réunis, il y a comme on appelle, un comité qui se réunit, et si la vie est favorable, il y a le permis de construire. Mais ça ne suffit pas, ça c'est sur papier. Parce que je m'en rappelle tout ça, c'est très administratif. C'est très beau sur papier. Et maintenant, il faut, parce qu'il y a un plan d'exécution qui suit, et il faut maintenant passer à la phase d'exécution. Et cela, une fois que ces papiers sont réunis, dans la suite, on verra après qu'il faut un certificat de conformité. Alors, donc, ce qui fait que le laboratoire qui a fait les études sera présent sur le terrain pour voir si ce qui se passe est conforme aux résultats de ces études, de tout ce qui a été validé. Et par la suite, il y a, une fois que la fondation est faite, qu'on monte l'ouvrage. Et il y a aussi maintenant les laboratoires de contrôle, les bureaux de contrôle que vous connaissez, qui viennent voir l'état des matériaux de construction. Parce que les matériaux de construction aussi, il faut que ce soit aux normes, sinon, à terme, ça va engendrer ce que nous connaissons en ce moment. Et en plus, au moment de faire le coulage de béton, parce que quand le coffrage est fait, il faut couler le béton. L'idéal, c'est de pouvoir couler le béton en une fois. Mais malheureusement, souvent, bon, il y a des choses qui peuvent arriver, peut-être à 1h du matin ou minuit. Il y a 2 ou 3 sacs de ciment qui manquent, les gens peuvent arrêter de couler. Bon, il faut, normalement, dans les normes, un permis de modifier ou un permis, souvent même pour démolir les maisons, il faut un permis. C'est pour vous dire que dans tout ça, il faut des permis. Alors, il faut faire appel à un spécialiste qui vient, lui, pour voir comment est-ce qu'il faut terminer, en fait, la fondation. Il y a des produits qui existent, ainsi de suite. Mais l'idéal, comme je dis, c'est de couler une fois pour que le dallage soit correct. Et ce qui est important, et très important, c'est qu'une fois qu'on a fini de couler, il faut 21 jours pour que ça arrive à maturité. Avant d'arriver à 21 jours, on peut faire des contrôles inopinés. On appelle ça des essais d'écrasement, où il faut venir prélever de temps en temps, comme on appelle, un échantillon. Voilà le laboratoire pour vérifier si le béton vit normalement selon ce qui a été prévu jusqu'à terme. C'est comme un enfant, vous lui donnez à manger. Il faut que l'enfant puisse manger, il faut voir s'il a pris des vitamines, et ainsi de suite, si tout est complet pour qu'il arrive à terme. Parce que si on voit à un moment donné que l'enfant ne grandit pas normalement, il faut rattraper. Donc quand le béton ne vit pas, qu'il n'arrive pas, qu'on projette
Dans 21 jours, ça ne sera pas le béton précompté, il faut détruire. Donc, à ce stade-là, chaque intervenant, normalement, suit la construction avec le maître d'ouvrage, suivi par le maître d'œuvre qui est l'architecte. Et ce que moi je préconise, c'est qu'à toute étape, il faut un avis favorable. C'est là qu'on va situer les responsabilités. Ça veut dire que le maître d'ouvrage, lui, il a son ouvrage. Les calculs ont été faits, il a le permis de construire. Après, on a le bureau de contrôle, qui, lui, est venu vérifier la qualité des matériaux de construction, qui a vérifié que tout est conforme, il donne un avis favorable. Après, il y a le laboratoire qui a fait les études d'écrasement, qui a dit que le béton est correct, tout ça, il va faire un avis favorable. Et à la fin, le ministère va émettre un certificat de conformité. Certificat de conformité que moi, j'aurais pu aller un peu plus loin, mettre en place un permis d'habiter, ce qui fait que si ce n'est pas conforme, la réalité n'est pas conforme à ce qu'on a vu sur papier, il vaut mieux ne pas accueillir les gens et dire à la SODECI et à la CIE de ne même pas donner les abonnements, ainsi de suite. Monsieur Sangaré, là on a bien entendu, c'était très magistral, c'était très beau. Ça, c'est sur papier. C'est sur papier. Et ça, c'est ce qui se passe. Mais je vais quand même ajouter que ce que nous avons vu, parce que c'est par rapport à ça que tout est parti, il n'y avait pas de permis de construire. Effectivement. Il y a beaucoup de cas où il n'y a vraiment pas de permis de construire. Et c'est ce qui est dommage. C'est là qu'intervient la notion de responsabilité, monsieur Lobé. Effectivement. Déjà, comme l'a fait noter le président Sangaré, au moment, disons, la construction est une personne. Elle naît, elle vit, et elle a atteint un certain âge. Elle peut peut-être plus tard disparaître. Et au moment d'engager les travaux, il a fait noter, il faut nécessairement un permis de construire. Donc ce monsieur qui engage des travaux de construction sans permis de construire, engage non seulement sa responsabilité civile, mais aussi sa responsabilité pénale. C'est dire que dans le cas de l'effondrement qu'on a pu constater, les victimes ou les personnes qui ont subi un préjudice peuvent engager la responsabilité de ce constructeur en dédommagement. Je parle là de la phase d'initiation de la construction. Il a construit sans permis de construire. Supposons qu'il ait eu un permis de construire. Pendant l'exécution des travaux, la nouvelle loi, la loi 2019-576 du 26 juin 2019, portant code de la construction et de l'habitat en Côte d'Ivoire, impose qu'il y ait l'intervention d'un ingénieur conseil. Le ministère de la Construction ne peut pas être partout à la fois. Alors le ministère de la Construction a pris le soin de, j'ai envie de dire, de se faire substituer sur le terrain, en obligeant les constructeurs à avoir recours au service d'un ingénieur conseil qui, lui, va contrôler tout ce qui concerne la construction, les normes de construction et tout cela. Je viens. Cet ingénieur conseil, pour les cas où il donnait un avis favorable alors que les dosages et tout ce qui entre dans la construction n'est pas respecté, lui également, quand vous prenez les dispositions de l'article 31 et suivant du Code de la construction et de l'habitat, engage sa responsabilité. Sur la fin, l'État de Côte d'Ivoire, qui est garant des libertés, va venir pour donner un certificat de conformité, pour dire à l'origine, je voulais construire telle chose. À l'arrivée, est-ce que c'est conforme à ce que j'ai prévu de construire? Si c'est prévu, si c'est conforme, l'État va délivrer ce qu'on va appeler un certificat de conformité. Alors, si l'État délivre un certificat de conformité pendant que la maison peut avoir des vices, l'État aussi peut voir sa responsabilité engagée. C'est dire que, en termes de responsabilité en matière de construction, tous les acteurs, toutes les personnes qui interviennent dans le processus et dans la procédure de construction ne seront pas épargnés. Toute la chaîne est impliquée. Bien sûr. Et moi c'est structuré en fait. Allez-y, Rabia. Alors, pour vraiment en revenir à ce cas précis sur la chaîne des effondrements qu'on a constaté depuis un moment, quelles sont, à votre avis, techniquement, les failles qui font, enfin, la plupart des failles qui provoquent les effondrements? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est déjà au niveau des fondations? Est-ce que c'est pendant la construction? Qu'est-ce qui, de manière générale, provoque ces effondrements-là? Alors, ce que je viens d'expliquer, ça résume tout. Hein. Je veux dire, lorsqu'on respecte les règles, lorsqu'on a une dose de civisme, parce qu'il y a aussi le respect des règles, il y a aussi la discipline. Il y a des gens qui ne sont pas disciplinés. Malheureusement, ils veulent un petit budget.
et pour faire des ouvrages de qualité. Alors donc, quand vous prenez par exemple quelqu'un qui a un permis de construire, parce que le cas le plus difficile, c'est de trouver des gens qui ont des budgets qu'ils imposent en fait aux constructeurs, alors que l'ouvrage coûte plus cher que ça. Ça, c'est un. Et de deux, s'il n'y a pas de conformité, ça veut dire que si le permis de construire nous impose un certain nombre de règles que nous ne respectons pas et que les fondations ne sont pas aux normes, que le dosage n'est pas bien fait, que les matériaux de construction qui ont été normés ne correspondent pas à ce qui est sur le terrain, parce que tout simplement, pour un immeuble de 150 millions, la personne veut simplement dépenser 50 millions. S'il ne veut pas utiliser en fait un ingénieur génie civil, il ne veut pas utiliser un architecte, alors que dans le permis de construire, c'est imposé, bien évidemment, on tend vers la... Il suffit que juste un élément de la chaîne ne soit pas respecté pour qu'on puisse s'exposer à un problème. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que ce certificat-là, M. Lobé, est-ce que vous parlez tout à l'heure d'un certificat de conformité, est-ce qu'il est délivré régulièrement selon vous? De la pratique que j'ai du domaine du droit de la construction et de l'immobilier en Côte d'Ivoire, pas très souvent. Je me suis surpris, je parle sous votre contrôle, Monsieur le Président, mais je me suis surpris parce que je fais aussi de l'analyse de risque de l'investissement immobilier. Il m'arrive, lorsque quelqu'un veut acheter un bien, de me dépêcher de faire une étude juridique de la sincérité et la régularité des documents, et plus tard, une étude technique. Et très souvent, cette étude technique m'emmène à engager les services de pathologue. Parce que le bâtiment est comme un individu qui souffre souvent aussi de maladies. Et donc, avant de l'acquérir, ces pathologues vont venir regarder la structure du bâtiment, vont venir souvent sonder la structure du bâtiment, voir si les murs sont bien construits ou pas. Alors, on me disait, je regarde le président qui me fait un clin d'œil. Non, je n'ai pas fait un clin d'œil. Vous allez me regarder. Je regarde, j'écoute. J'essaie de regarder jusqu'à la fin pour qu'il n'y ait pas de secret de conformité, pour pouvoir rebondir. Ok, ouais, d'accord. Alors, dans ce processus de checking, il m'est arrivé, donc, sur la phase de contrôle technique, de dire au vendeur où est le certificat de conformité. Parce que celui qui veut vendre doit présenter un diagnostic technique de bonne exécution. Et malheureusement, il ne l'a pas. Donc moi, pour faire l'économie de frais, je lui demande un certificat de conformité. Puisque nul ne peut occuper, et ça c'est la loi qui le dit, les articles 31 suivants du Code de la construction en Côte d'Ivoire sont sans appel ici. Nul ne peut occuper un bâtiment sans qu'il ait été délivré un certificat de conformité. Malheureusement, j'ai appelé, j'ai demandé, je me suis rapproché de certains services. Certaines personnes ont marqué leur étonnement quant à l'existence et même la délivrance de ce document. Je garde ce moment-là, je vais revenir tout à l'heure à vous, M. Siriki. On va marquer une pause, M. Sangaré, et après la pause, vous aurez le droit de répondre à ça. Non, c'est une réaction, je vais réagir. Vous allez réagir, à tout de suite. Tout à l'heure, on parlait de l'absence de ces certificats de conformité. Alors, je vais plus loin en disant que le ministère de la Construction a révélé que 80% des constructions sont réalisées... 80% des constructions sans permis de construire. Sans permis de construire. Effectivement. Justement, je rebondis rapidement là-dessus. Alors, avant d'en arriver là, mon cher frère, qui est un ami, il est juriste. Moi, mon problème, c'est d'éviter les problèmes, d'anticiper de sorte qu'on n'ait même pas recours à un juriste. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est vrai que le ministre, hier, il a fait sa conférence, il a donné les éléments, il a cité. Moi, déjà, celui qui n'a pas de permis de construire, il ne doit même pas construire. Effectivement. Moi, tout de suite, il faut démolir. Parce que si il n'y a pas de geste fort, si on ne met pas en place une rigueur, ça va continuer. Alors, je comprends que le ministère, à un moment donné, n'a pas suffisamment de moyens pour suivre, mais il y a des structures de contrôle qui peuvent prendre le relais, comme on a dit tout à l'heure, pour pouvoir suivre en émettant des avis favorables. Quand on fait le permis de construire, il s'est dématérialisé, c'est-à-dire que tous les documents qu'on donne, normalement, sont stockés en mémoire, donc ainsi de suite. Maintenant, pour répondre à votre question, les éléments que je vous donne et que j'explique, c'est que c'est quelqu'un qui a reçu un permis de construire. Ce permis de construire,
il y a toute une série de documentations à faire et une réglementation par rapport à la loi en vigueur. Et sur le terrain, ce n'est pas suivi. Si ce n'est pas suivi, un seul élément dans la chaîne peut entraîner la catastrophe. Ça peut être la fondation qui a été mal faite parce que tout simplement, ils n'ont pas suivi les études qui ont été réalisées par le laboratoire géotechnique. Pour l'état des lieux. Voilà, parce que l'état des lieux, maintenant, il y a le sondage. Et ce sondage-là, tant que ce n'est pas respecté, c'est pour ça que je dis, en faisant la fondation, il faut que le laboratoire vienne suivre pour pouvoir donner un avis. On a bien compris, hein. Donc quand un élément manque, oui. Chez nous on dit généralement que les petits cailloux tuent les pigeons. Ça veut dire quoi? C'est une charge quand on construit un bâtiment. C'est une charge qui est là. Dès qu'il y a un petit élément, comme un homme, comme on le disait tout à l'heure, une petite veine, les micro-AVC, ça vient de quoi? C'est juste une petite veine qui est bouchée par un caillou d'essence à un train. Donc le bâtiment vit. La vie du bâtiment, il y a le ciment, il y a le fer, il y a tout ça. Et il y a une fondation qui est au-dessus. Il y a une fondation qui est faite et il y a une charge qui est au-dessus, qui est évidemment le coulage de béton, c'est très lourd. Donc c'est assis sur quelque chose. Si déjà la terre, on n'a pas décapé, que ce n'est que la terre végétale sur laquelle on construit, vous comprenez qu'à un moment donné, le bâtiment. Il y a un problème, on est d'accord. À partir du moment où on est d'accord qu'il y a un problème, dès qu'il y a un élément qui manque à la chaîne, oui, là-dessus, je voudrais bien réagir à la suite du président pour tenter d'expliquer l'existence de ces 80% d'habitation ou de construction faites sans permis de construire. Il y a une chose qui est très importante, qu'on ne doit pas occulter, c'est que c'est toute une chaîne, comme le dit le président Sangaré, mais au cœur de cette chaîne, il y a le titre de propriété. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, pour obtenir un permis de construire, dans les documents qu'on vous demandera, il y a le titre de propriété. Vous avez besoin d'un ACD, un arrêté de concession définitive, ou un certificat de mutation de la propriété foncière. Malheureusement, ces documents-là ne sont pas très souvent faciles à obtenir. Ou bien ceux qui sont sur des terrains se voient contester la propriété, donc sont dans des recours. Et certaines personnes, pour prendre un certain droit d'option sur la parcelle, construisent. Justement, donc il y a ce problème de titre de propriété, déjà, qu'il faut revoir, parce qu'on met assez de temps à délivrer des ACD. On met assez de temps à délivrer des permis de construire également. Non, oui, en fait, le permis de construire, c'est ce que je voulais dire. Je suis d'accord, je comprends très bien ce qu'il dit. Le permis de construire, il y a une série de documentations à donner. S'il n'y a pas le titre de propriété, il n'y a pas de permis de construire normalement. Bon, alors, ça, c'est évident. Maintenant, ce que M. Lobé veut souligner, c'est qu'il y a des documents justement qui mettent du temps à arriver. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est encore un autre débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il parle plutôt de la sécurité foncière, il parle des ACD, l'obtention des ACD, tout ça. Ça, c'est autre chose. J'arrive. Un ACD aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'obtention de certains documents administratifs. Ça, c'est normal. Le ministère, justement, on a scindé en plusieurs étapes. Il y a le foncier, qui est un débat. Il y a, comment on appelle, dans la lignée, tout ce qui est même urbanisation, tout ce qui est gestion, tout ce qui est VRD, tout ça, parce qu'on peut aussi ne pas, on peut ne pas bien construire dans un endroit si les voiries et les réseaux primaires ne sont pas aussi réalisés. Donc, c'est que pour obtenir un ACD, il y a deux volets. Il y a aussi des endroits où il faut des lotissements. Si le lotissement n'est pas approuvé, que la personne va demander un ACD, l'ACD ne sera pas donné. Alors, donc, vous voyez, c'est tout un schéma. J'ai bien compris. Alors, nous, on est le cœur du problème. Bon, alors là, il y a Abidjan. Si on n'a pas de titre, il y a des gens qui ont des terrains qui veulent forcément construire. Parce que quand vous ne construisez pas également, il y a certaines personnes qui n'hésitent pas à venir les vendre. Et tenez-vous bien, quand vous prenez les dispositions de la loi de 2019 sur le portant code de la construction et de l'habitat en Côte d'Ivoire, même pour édifier une clôture, il vous faut un permis. Il vous faut un permis de construire. Oui, parce que tout à l'heure, on a parlé du meuble, mais attention, même pour les habitants, pour les maisons basses, il faut... Même pour une clôture, attention, c'est qu'on est en train de parler que d'un immeuble. Mais il y a des opérations immobilières. Mais oui. Et j'en arrive aux opérations immobilières. C'est-à-dire qu'on parle des individus qui construisent. Mais c'est encore plus profond que ça. Parce que, il faut, vous savez, pour une ville, un continent, le monde, il faut un plan directeur. Pour la ville d'Abidjan, il y a le plan directeur de la ville d'Abidjan. Ce plan directeur-là a été fait et ça définit exactement, sur un plan de développement durable,
où l'urbanisation a été faite par rapport à une gestion de l'urbanisation et un aménagement urbain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des zones qui ne sont pas constructibles. Et puis les gens il y a des construisent. zones qui sont Moi, je veux qu'on avance sur les faits, construisent. M. Sangaré. Voilà. Là, aujourd'hui, à Abidjan, on a constaté qu'il y a de nombreux immeubles. Au regard de ce qui se passe, là, on est en train de constater qu'il y a des immeubles, par exemple, qui ont été construits sans permis de construire. Pardon. Il y a des immeubles qui sont dans des zones où il ne faut pas construire. Donc, il y a des dangers. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Le ministère est censé faire quoi aujourd'hui? Mener des études pour aller faire des vérifications sur les immeubles qu'on a en ce moment pour et même éviter il y que a ça des se zones, ce qu'on ne dit pas très souvent, il y a aussi des quartiers précaires. Ces quartiers précaires aussi rentrent en ligne de compte où il faut mettre un aménagement pour ces quartiers J'ai précaires. une question, juste une clarification que je voudrais avoir. Vous avez parlé de la garantie, en tout cas du permis de construire. On a vu le marathon que ça nécessite pour pouvoir déjà obtenir ce permis de construire. Bien sûr. Mais la présence d'un permis de construire ne garantit pas forcément la conformité de la bâtisse. C'est l'origine, c'est la base, si vous voulez, c'est le repère. C'est-à-dire que je peux faire appel, pour respecter le dossier, mon dossier de candidature, en tout cas pour le permis de construire, faire appel à un architecte agréé. Il faut faire appel à un architecte agréé. À un ingénieur conseil, également pour le sol et même le titre de propriété, le laboratoire, et fournir tous ces documents pour obtenir le permis de construire. Maintenant, si finalement mes moyens ne me permettent plus de pouvoir avoir cette qualité au niveau de la construction de la bâtisse. Je ruse finalement. Donc on peut avoir un permis de construire, mais pas un bâtiment qui respecte la norme. C'est l'une des Très bien. c'est la vraie chose. Je vous rappelle qu'on a moins de 2 minutes avant de finir l'émission. Mais attention, il va falloir être très précis dans vos réponses, messieurs, avec votre permission. Alors aujourd'hui, il y a des bâtiments qui n'ont peut-être pas de permis de construire. On ne sait pas. On ne sait pas partout où ils sont à Abidjan. Qu'est-ce que le ministère peut entreprendre? Des contrôles inopinés, comme vous avez dit, bien pour aller vérifier. Le code de la construction et de l'habitat permet aux agents assermentés du ministère d'aller constater les infractions à la construction. Et la loi a donné un pouvoir au ministère de pouvoir démolir sans décision même de justice. Vous voyez, les gens sont dans la maison, on leur dit, bon écoutez, sortez de là parce qu'il y a des experts qui sont venus. Il y a une mise en demeure qui est faite, après la mise en demeure, une mise en demeure, et puis bon, voilà, et après on passe à la démolition. Très bien. Quel dédommagement? Là, on va revenir à un cas très pratique. Là, il y a eu l'effondrement au niveau de Bonoumer. Quel dédommagement, par exemple, la loi prévoit pour ces personnes-là? Le dédommagement sera fonction de la nature du préjudice subi. Si on a un préjudice matériel, on va l'évaluer. Si c'est un préjudice corporel, des pertes en vie humaine, on va essayer d'évaluer le prétium doloris, la souffrance endurée par ces personnes, les ayants droit. Donc là, on va dire que la réparation est fonction de la nature du préjudice. Qui paye? Bien entendu, comme je l'ai montré d'entrée de jeu, c'est toute la chaîne. Si tout de suite, c'est le constructeur. Voilà. Tout de suite, c'est le constructeur. C'est-à-dire qu'en fait, tout de suite, c'est le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, le constructeur. C'est lui. Le propriétaire, si vous voulez. Maintenant, on pourrait étendre. Si c'était assuré, qu'il avait une assurance, qu'il faut regarder, parce que normalement, pour faire un bon travail, il faut être assuré. Oui. Cette assurance pouvait venir, en fait, couvrir. Malheureusement aussi, il y a beaucoup de constructions, il n'y a pas d'assurance. Et ceux qui n'ont pas fait le contrôle, là, ils vont subir également. Ils vont subir parce que, comme je dis, chacun a émis un avis favorable à un moment donné. Chacun a fait un contrôle, chacun a autorisé la construction du bâtiment. Une fois que le bâtiment se croule, il y a une expertise qui permet de situer les responsabilités. On saura si c'est la fondation qui a été mal faite ou si la fondation a été mal faite. Celui qui est venu travailler, on saura. Si c'est la dalle qui a été mal coulée et que si les matériaux de construction, bon, et l'architecte également. Et l'architecte évidemment. Tous les acteurs. Et pour aller un peu plus loin, ça permettra évidemment de situer tout de suite les responsabilités et tous les acteurs évidemment auront des responsabilités. Monsieur Sangaré, vous avez 30 secondes, c'est votre exercice ce soir. Vous avez 30 secondes justement pour que nous puissions dire que la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs dont vous assurez la présidence vise au respect de tout cela. Comment vous assurez ça en 30 secondes? Alors nous, comme je disais... J'ai grigné 30 secondes. Non, comme je disais, c'est très différent. Nous avons, avec le ministère, un protocole où nous avons ce qu'on appelle, ce n'est même pas un permis de construire, on appelle ça un agrément programme. Cet agrément programme-là est fait lorsque nous respectons toute la chaîne, c'est-à-dire les avant-projets sommaires et les avant-projets détaillés, donc toutes les études de sol, là même nous on va jusqu'aux études de VRD, on fait, comme on appelle, tout ce qui est lié aux études de sol, VRD, et jusqu'à
l'obtention de cet agrément programme-là en respectant toute la chaîne. Bien avant ça, il y a une commission chaque mois qui donne d'abord l'agrément du promoteur, parce qu'il faut être promoteur d'abord. À l'époque, on voyait beaucoup de promotions sans promoteur agréé. Il faut être promoteur avant d'avoir l'agrément programme. C'est sûr qu'on peut espérer dans les prochains mois, dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années, avoir des bâtiments plus sûrs. Non, nous y travaillons. Merci, M. Sangaré. Merci, M. Lobé, pour tous vos éclaircissements. Mesdames, Rabia Diallo, Edith Beaubleu, et toutes les équipes techniques éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur vos maisons. À demain. Merci. Cha,